Comment lutter efficacement contre cette menace sournoise, une menace qui est cachée mais qui met en péril les fondements, sans mettre en péril les fondements de la démocratie et en particulier les libertés individuelles. Alors cette question n'est pas neuve et l'Espagne en particulier y est confrontée depuis longtemps avec le terrorisme basque, mais aussi et surtout je pense aux attentats du 11 mars 2004 qui avaient fait 200 morts. Mais aujourd'hui le conflit syrien et l'émergence du groupe État islamique confèrent une nouvelle force à cette menace, voire des milliers de jeunes Européens vont aujourd'hui participer à la guerre en Syrie et en Irak au nom d'une certaine vision de l'islam. Je ne vais pas dire au nom de l'islam, évidemment, beaucoup de musulmans ne seraient pas d'accord avec ça. La question de leur retour, donc de ces jeunes qui partent là-bas, est au centre de toutes les attentions. La question n'est plus de savoir s'ils risquent de commettre un attentat, puisque le premier attentat a déjà eu lieu ici à Bruxelles au musée juif le 24 mai. Il s'agit surtout de savoir maintenant comment éviter d'autres attentats de ce genre. Alors, pour en parler ce soir, nous avons avec nous un des meilleurs spécialistes de ces questions au niveau européen. Gilles de Kerchove, vous êtes le coordinateur de l'Union européenne pour la lutte contre le terrorisme. À ce titre, vous êtes au cœur du dispositif européen en la matière. Un dispositif qui est comme souvent assez complexe, mais je dirais que vous êtes le point focal en matière d'information, de communication et d'initiative dans la lutte contre le terrorisme. Alors en quelques mots et sans retracer de manière extensive toute votre carrière, vous êtes juriste, vous êtes professeur de droit européen essentiellement dans plusieurs universités belges, à la fois libres et catholiques. Vous disiez expliquer à l'instant le côté délicat d'être des deux côtés. Vous avez exercé des responsabilités au niveau belge et au niveau européen. En Belgique, ce fut entre autres comme chef de cabinet du ministre de la Justice. Vous avez également participé à la rédaction de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, et ça peut être aussi important dans ce contexte-ci. Le second invité de Marc ce soir, c'est monsieur l'ambassadeur Nicolas Pascual Della Parte. Je le prononce à la française. Vous êtes le représentant de l'Espagne auprès du comité politique et de sécurité, ce qu'on appelle le COPS en jargon européen. C'est l'organe donc qui rassemble les États membres sur les questions de sécurité et de défense commune européenne. Vous êtes, vous également, juriste, spécialisé dans les questions de défense et de sécurité. En tant que diplomate, vous avez travaillé pour le ministère des Affaires étrangères et au cabinet du Premier ministre à Madrid. Vous avez été en poste en Irlande et à Berlin. Et enfin ici à Bruxelles, vous avez travaillé au secrétariat du Conseil de l'Union. En tant que diplomate, vous allez nous apporter votre expertise sur ces questions, sachant que les positions politiques sont exprimées par les responsables politiques. Vous devez respecter un certain devoir de réserve, on le comprend bien, mais vous pourrez nous aider à comprendre le fonctionnement des organes européens face à la menace terroriste actuelle. Et donc je vous passe tout de suite la parole. Je connais Agile depuis combien de temps? Quelques années. Nous avons travaillé ensemble pour Javier Solana, qui était le secrétaire général du Conseil. Et il avait encore les postes hors représentants, mais il était les pionniers de la politique extérieure européenne. Et donc, Gilles était déjà le SAR antiterroriste. Après l'attentat des tours jumelles à New York, je me rappelle que les Américains ont renvoyé ici à Bruxelles des experts, des équipes d'experts qui voulaient s'entretenir avec les équipes européennes antiterroristes, qui étaient Gilles et des personnes. Donc, ils se sont assis autour d'une table, les Américains ont passé une douzaine d'Américains et Gilles, il était toujours là-bas, complètement assis, sans bouger, et donc les Américains étaient complètement frappés de l'expertise d'une seule personne, qui valait pour 12 ou 3 ou 13 Américains en même temps. À partir de ce moment-là, je crois que les Américains ont obtenu une approche à la politique européenne antiterroriste, ça veut dire beaucoup d'ambition et peu de personnel. Non, je voudrais simplement introduire le petit mot que je voudrais partager avec vous. Je suis incapable de vous donner une leçon magistrale. Je voudrais partager avec vous quelques réflexions. Le vrai expert ici est Gilles, et j'espère qu'il touchera d'un point de vue plus technique. Je me bornerai à vous donner le cadre général de l'Union européenne et du COPS.
La lutte antiterroriste ou la stratégie européenne contre le terrorisme, elle date déjà de 9 années, je crois que c'est de novembre 2005 qu'il a été approuvé la stratégie pour la lutte contre le terrorisme. C'est une stratégie qui a été révisée, actualisée évidemment, et maintenant nous avons déjà quelques cadres normatifs pour entamer la lutte contre le terrorisme, mais il faut souligner une idée principale. L'Union européenne peut faire exactement ce que les États membres veulent qu'elle fasse. L'Union européenne n'a pas de ressources propres ou il n'y a pas de politique propre. C'est exactement, elle peut faire ce que les États membres veulent qu'elle fasse. Ça veut dire que pour les biens et pour les mauvais, nous sommes les États membres les responsables des faillites, des accès et de presque tout. Donc, en dépit du fait que Gilles, c'est notre représentant au niveau européen, il sait très bien qu'il compte sur l'appui de tous les États membres, surtout de mon État, d'Espagne, mais qu'il n'y peut faire, excepte ce que nous voulons qu'il fasse. C'était l'idée principale. Donc c'est une politique très nationale. Nous partageons beaucoup d'informations, nous partageons beaucoup de bonnes expertises, de best practices, mais c'est une politique principalement nationale. Le terrorisme, la lutte contre le terrorisme, c'est une des politiques les plus difficiles à mener du point de vue européen parce que c'est une politique réactive dans une certaine mesure. On sait bien qu'un élément évident de toute stratégie contre le terrorisme, c'est la prévision. Mais je crois que, comme tous les grands événements historiques, ils ne prennent toujours pas surprise. Il est très difficile de prévoir où le terrorisme surgira, avec quelle force, avec quel acteur et avec quel propos. Donc c'est une politique très difficile de prévoir, c'était plus un politique réactif que proactif. C'est vrai qu'à partir de 2001, nous avons fait beaucoup de progrès dans le domaine de la prévention, mais encore, il faut beaucoup à faire. Un exemple, personne ne pouvait prévoir, il y a quelques mois, l'État terroriste qui a surgi au cœur du Moyen-Orient, en Irak et en Syrie, avec une force complètement inattendue. Personne, même le président américain, l'a avoué en public. Il a dit, je suis désolé, nous avons sous-estimé la force des Daesh, comme ça s'appelle en arabe, ISIS, État, nous ne voulons pas les donner la légitimité d'un État islamique, c'est pour ça que nous l'appelons maintenant avec les initiales arabes Daesh. Donc si même le président des États-Unis, qu'il est censé être l'homme le mieux informé du monde, il y a quelques mois, qu'il ne savait presque rien de cette menace, et il a avoué en TV qu'ils sont sous-estimés la menace du terrorisme, vous pouvez vous imaginer le reste. Nous sommes complètement pris par surprise. Maintenant, on dit beaucoup qu'ils savaient déjà, qu'ils l'avaient prévu. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai parce qu'ils sont surgis d'une façon inattendue de tout point de vue. C'est pour ça que même les instruments que nous avons déjà accordés au sein de l'Union européenne, grâce à la coopération et la collaboration étroite depuis une décennie, sont d'une validité limitée. Il faut les actualiser en permanence, de les mettre au jour en permanence et de les réviser. Je crois, et je voudrais maintenant me localiser sur quelques points que je crois d'intérêt pour notre discussion, qui sont qu'est-ce qu'on pourrait faire à niveau européen comme valeur ajoutée aux politiques des États membres. Je crois que la première chose à faire, c'est une contre-narrative. Je vais commencer par le final, pas pour je pourrais vous dire les mesures opératives, opérationnelles, mais je vais commencer par le final. Il faut d'urgence faire une contre-narrative, parce que sinon, nous allons continuer dans la position réactive que nous avons subie jusqu'à présent. Pour réagir d'une façon efficace, il faut construire un contre-narratif pour ces jeunes, la plupart sont des jeunes gens, qui veulent faire l'aventure dans le terrorisme. Vous savez qu'il y a maintenant dans cette DH, on ne sait jamais bien les numéros, mais on croit qu'il y a environ 30 000 personnes armées, dont 10 000 sont étrangères, et de ces 10 000, 2 000 sont peut-être européens. 2 000, je veux dire. Ce petit pays, presque 500. C'est un phénomène complètement nouveau.
ce n'est pas nouveau du point de vue théorique, mais c'est nouveau du point de vue pratique, c'est-à-dire la dimension qui a développé ce phénomène, et c'est incroyable. Qu'il y a une force d'attraction pour les jeunes européens, même d'origine arabe ou non, qui sont prêts à assassiner, à se laisser assassiner pour des raisons, de radicalisation religieuse, c'est une chose très sévère et très sérieuse à réfléchir. Donc, qu'est-ce que je veux dire par une contre-narrative? Il faut toucher quelques points. Les premiers sont de contrôler, ou bien contrôler c'est impossible, mais en tout cas, se renseigner sur les contenus de online, de la website. La plupart des jeunes sont complètement gâchés, ou ratés, si vous voulez, à travers l'Internet. Il y a des terroristes passifs qui seront ici, qui n'iront jamais sur les théâtres de la guerre, ils vont demeurer ici comme des cellules dormantes, qui à travers simplement de l'Internet, ils vont recevoir des sortes et agir dans un moment donné au sein de notre société. Ils sont complètement dormants, complètement inconnus. Ils ne sont pas les combattants étrangers qui voyagent au théâtre d'opération et retournent. Ceux, en théorie, pourraient être tracés. Mais il y a d'autres qui ne vont jamais voyager, qui vont rester chez eux et qui, dans un moment donné, faire un acte terroriste. Donc, c'est un scénario de cauchemar. Qu'il y aura des gens complètement inconnus au sein de notre société, capables de faire des actes terroristes sous des ordres des étrangers. Comment faire pour bâtir ces contre-narratifs? Je crois qu'il faut s'approcher des leaders religieux, des leaders religieux européens qui sont ici, et modérés, qui représentent la plupart de l'islam. Il ne faut pas, dans aucune mesure, confondre terrorisme, djihadisme comme islamisme, rien à voir. Si vous voulez, nous pourrons parler plus de ça, mais il faut le dire clairement, rien à voir. Donc, si nous sommes en contact avec les leaders religieux de notre communauté islamiste, nous serons en principe en position de savoir ce qu'il se passe là. D'avoir un dialogue permanent, pas simplement avec les leaders, mais avec les représentants de cette communauté. En développant des personnels spécialisés, psychologues, sociologues, des personnels spécialisés dans la déradicalisation des personnes jeunes, avec des stratégies de communication, avec des messages en positif, pas simplement en négatif, des messages en positif contre la radicalisation, et surtout en priorisant aussi certains groupes extrêmement vulnérables. Un groupe vulnérable, par exemple, sont ceux qui sont dans les prisons, pour des délits qui ne sont rien à voir avec le terrorisme. Et une fois dans les prisons, ils sont en contact avec des terroristes acharnés qui profitent de ces situations d'isolation pour conversion. C'est vrai que je ne sais pas maintenant, Gilles nous pourrait donner peut-être quelques données, mais à l'origine, la plupart de nos terroristes nationaux se sont radicalisés dans les prisons. Bien. Un autre point que je voudrais souligner, c'est le nexus entre sécurité et développement. C'est quelque chose qui a coûté beaucoup de temps pour la Commission et pour les services européens des services d'action extérieure de comprendre, dans la mesure où il faudrait. Comme vous savez, développement et sécurité, ce sont les deux côtés de la même monnaie. Et donc, il faut faire allusion et utiliser tous ces moyens à disposition de la coopération au développement pour introduire la dimension sécuritaire. Qu'est-ce que je veux dire par ça? Par exemple, si nous voulons ouvrir une école au Mali, si nous ouvrons une école à Bamako, la capitale, probablement nous rendrons un service important. Mais si nous ouvrons cette même école au nord du Mali, où les terroristes sont très actifs, probablement nous allons éviter la création d'une madrasa, d'une école de radicalisation islamique. Donc, ouvrir une école à Mali, oui, mais où? Là où l'impact antiterroriste ou l'impact de prévention sera le plus visible, évidemment. C'est un petit exemple, mais il y a d'autres, évidemment. Donc,
comment utiliser les instruments à disposition de la Commission pour la coopération au développement, de façon qu'il ait un impact aussi sur les domaines sécuritaires. Tout ça, il doit être, évidemment, toutes ces actions doivent être encadrées dans le strict respect de l'état de droit. C'est une chose aussi très importante à souligner parce que we take it for granted, on dit en anglais, c'est-à-dire que la lutte contre le terrorisme doit respecter les droits humains et la législation, mais dans les pays où nous coopérons, ce n'est pas une chose complètement évidente. Donc il faut avoir des cours de formation dans toutes les opérations, toutes les missions de l'Union européenne, dans nos alliés partout dans le monde, de façon qu'ils soient capables de combattre le terrorisme sur 104 de respect des droits humains et de respect des libertés personnelles. Ce n'est pas facile de former les autorités judiciaires, policières, l'armée, parce qu'une fois qu'il y a une guerre contre le terrorisme, nous le savons déjà, même dans notre pays et même aux États-Unis, la frontière entre la légalité et l'illégalité tend à être très floue. Et un autre point que je crois qui est toujours dans la presse, c'est les foreign fighters, évidemment. Les foreign fighters, j'ai commencé par là et je vais terminer un peu mon introduction avec ces mots. C'est l'obsession maintenant, pas l'obsession, mais la dédication de nos autorités nationales et européennes. Vous savez qu'il a été approuvé en septembre une résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies qui porte sur la lutte contre la radicalisation et les combattants étrangers. C'est une dimension de plus en plus importante de la lutte contre le terrorisme et je crois que tous les efforts que nous sommes capables d'investir ici seront bienvenus. Sur la menace, Al-Qaïda, le cœur d'Al-Qaïda est très dégradé. Ça, c'est grâce à l'action de l'OTAN, c'est grâce à l'action des forces américaines et britanniques, les Special Forces, des drones, de l'armée pakistanaise. On ne le dit pas assez, mais l'armée pakistanaise paye un prix énorme. Elle a fait une opération dans le nord du Waziristan, qui est un peu le cœur où se trouvaient l'ensemble de ces groupes dans cette partie du monde, et elle a perdu beaucoup de ses soldats. Donc on n'a plus du tout la même configuration que celle qu'on avait au lendemain du 11 septembre. On avait une organisation très structurée, comme une multinationale, avec des différents comités pour les finances, pour la propagande, etc. On a au fond un paysage beaucoup plus complexe, beaucoup plus flou, et qui s'est développé dans trois directions. La première direction, c'est qu'il y a une espèce de prolifération de franchises et de groupes affiliés, qui ont parfois des agendas locaux, parfois régionaux, parfois globaux, mais qui cherchent à avoir le label d'Al-Qaïda et qui souvent utilisent le mode opératoire, notamment les kidnappings. Vous connaissez Al-Qaïda en péninsule arabique, au Yémen, qui est sans doute la plus dangereuse, qui veut frapper à l'ouest, et j'y reviendrai. En Syrie, Jabhat al-Nusra, qui est la filiale officielle d'Al-Qaïda. Dans le Sahel, l'AQMI, l'Al-Qaïda au Maghreb islamique, et El Morabitoum, qui est un deuxième groupe. Il y a d'ailleurs une guerre entre les deux leaders, entre Drougdal, le patron de l'AQMI, et Mokhtar, Bel Mokhtar, le patron d'El Morabitoum. En Afrique de l'Est, il y a bien sûr Al-Shabaab, mais qui a été assez bien dégradé récemment, et son patron Godan a été tué par un drone. Il y a dans le Sinaï un groupe qui aussi se revendique d'Al-Qaïda, Ansar Beit al-Baghdadi, qui est un vrai problème pour les autorités égyptiennes. Et puis, on a vu certains groupes de type Ansar al-Sharia qui ont commencé à se développer après le début du printemps arabe, du Maroc jusqu'au Yémen, avec une tendance au salafisme violent, et bien sûr Boko Haram au Nigeria. Ce qui nous préoccupe, c'est de voir se développer entre ces groupes des relations. Pour le moment, elles sont personnelles, mais elles pourraient devenir plus structurelles. Et imaginez simplement une triangulation entre AQMI, Boko Haram et Al-Shabaab. Là, on aurait de problèmes sérieux. Deuxième développement, ça vient d'être évoqué, c'est ces questions des combattants étrangers, foreign fighters. On connaît ça depuis longtemps. On avait des jeunes qui partaient en Afghanistan, qui sont partis en Somalie, qui sont partis au Yémen, mais on n'a jamais connu un phénomène d'une telle ampleur. Nicolas a parlé de 2000, moi, dans
toutes mes interviews, je cite plutôt 3000, parce que quand je parle aux différents ministres, aux différents diplomates, aux différents responsables, et j'agrège tous ces chiffres, j'arrive authentiquement à 3000. Notre centre d'analyse de la menace INSEN tourne autour de 2000 effectivement, mais je pense que c'est plus nombreux. Et c'est encore que ceux qu'on a identifiés. Il doit y avoir un pourcentage qu'on n'a pas identifié. Et en plus, je crois que le point était très important dans ce que Nicolas a dit, c'est qu'il y a aussi, pour une personne qui se bat là-bas, il y a un environnement autour où des gens qui sont au pays, qui ne partent pas, mais qui partagent les mêmes idées. Et donc c'est un risque de plus grande ampleur. Alors vous allez me dire pourquoi autant, alors qu'on n'avait pas ça avant. Il y a certainement la facilité d'accès et le faible coût d'aller en Turquie. On peut être sur le théâtre d'opération en 24 heures, c'est quand même assez remarquable. Avant, par contre, aller au Mali, aller en Afghanistan, c'est autrement plus compliqué. Et je dirais le biotope est différent. Ce que vous avez remarqué, le chef d'un service de renseignement, c'est que la banlieue d'Alep, elle ressemble plus à des banlieues chez nous que le nord Mali, il fait 40 degrés, ou les grottes d'Afghanistan. Et puis il y a Internet. Internet est, à mon avis, ce qui fait la grande différence avec tout ça, outre la facilité d'accès, c'est que c'est un lieu de radicalisation, un lieu de recrutement, un lieu où on trouve des tas de conseils pour comment éviter d'être repéré, comment trouver des gens qui vous aident à passer la frontière, etc. Et donc, pourquoi ça nous préoccupe? Parce que il est évident, même si les gens qui partent ne sont pas hyper radicalisés en partant, ils auront sur place une sorte d'endoctrinement massif, et ils passent par une période d'endoctrinement, un entraînement militaire, le maniement des armes et des explosifs. Ils auront aussi la possibilité de se constituer un réseau de copains qui ont participé, et Dieu sait si les anciens combattants, ça crée de la solidarité, dans tout le monde arabe. Et donc le jour où ils voudront créer quelque chose à plusieurs, ils auront des anciens du djihad en Syrie, au Maroc, en Tunisie, en Égypte. Et enfin, ce qui me préoccupe beaucoup, c'est que, vous le voyez tous les jours sur les écrans de télévision, c'est que ces jeunes vont élever considérablement leur niveau de tolérance à la violence. On a vu Nemouche, on voyait dans la vidéo, on ne voyait pas ses yeux, on ne voyait pas ses cils, mais à mon avis, tirer, c'était normal. Et j'ai rencontré un journaliste français qui était détenu pendant 9 mois, Nicolas Hénin, journaliste au Point. Il a été détenu pendant 9 mois. Ça a été révélé dans les médias aujourd'hui, mais il m'avait déjà indiqué il y a quelques mois qu'il avait eu Nemouche comme gardien. Et il me disait, c'est affolant, ce type, il est brûlé de l'intérieur. Le matin, quand il a bien dormi, il va égorger quelqu'un parce que ça le met en forme. Et donc, c'est des gens qui sont au-delà du miroir. Je veux dire, ils ont atteint un degré de violence abominable. Alors, il est clair que tous ceux qui vont rentrer ne sont pas des assassins en puissance. Il faut être très prudent à cet égard. Je pense qu'il y aura une partie de gens qui vont revenir avec une espèce de stress post-traumatique. Il faudra les accompagner psychologiquement. Il y en a qui, j'y viendrai tout à l'heure sur les raisons pour lesquelles les gens partent, sans doute penseront qu'ils ont fait ce qu'ils devaient et ils vont revenir à la vie normale. Mais il y en a une petite partie qui risque tout de même ou bien de basculer dans la violence, ou bien d'être envoyés pour commettre des attentats, j'y viens dans un instant, ou bien qui vont inspirer d'autres. Parce que la figure du vétéran, et singulièrement si on en met un paquet en prison et qu'on les mélange avec d'autres prisonniers, ils peuvent raconter ce qu'ils veulent, hein, à beau dire qu'il vient de loin. Même s'il fait la vaisselle en Syrie et qu'il est dans les tâches logistiques, il peut inventer qu'il était aux premières lignes, et ça a un effet de contagion, je pense, important, le vétéran. Je ne sais pas s'il a raison. Thomas Egamer, c'est un des meilleurs experts de cette question, c'est un Norvégien. Il a fait une analyse rétrospective en regardant au cours des dernières années quel était le taux de projets d'attentat ou d'attentats où une personne qui était allée à l'étranger était impliquée. Il est arrivé à la conclusion que 1 sur 9 de projets d'attentat ou d'attentats réels implique quelqu'un qui est parti s'entraîner à l'étranger ou qui a participé au djihad en Bosnie, en Afghanistan ou au Mali. Et donc, c'est un élément d'appréciation. Donc, premier phénomène, la prolifération des franchises. Deuxième phénomène, cette explosion de combattants étrangers. Troisième phénomène, c'est effectivement ce groupe terroriste. Alors, il y a un petit débat sémantique, est-ce qu'il faut l'appeler ASAS, ASAL, Daesh, l'État islamique. Ban Ki-moon a dit ce qui est non-islamique et non-État. Je pense que Daesh est une bonne idée. Les Français poussent de plus en plus cette appellation parce que, apparemment, il y a 2 mots en arabe
qui ont une proximité sonore, mais qui sont très désagréables. Et l'organisation déteste quand on les appelle Daesh. Daesh veut dire en arabe, semble-t-il, je ne parle pas arabe, qui écrase avec son pied, et Daesh veut dire celui qui sème la discorde ou la zizanie. Donc, appelons-le Daesh, c'est une bonne idée, puisqu'ils n'aiment pas ça. Alors c'est sans précédent. Effectivement, comme l'a dit Nicolas tout à l'heure, c'est sans précédent de voir une organisation terroriste qui, en fait, maîtrise un tiers du territoire de 2 pays, un tiers de la Syrie et un tiers de l'Irak, qui détient des moyens considérables. Alors, on va jusqu'à dire qu'ils ont 2 milliards d'euros ou de dollars. Quelqu'un faisait remarquer, et c'est un peu vrai, c'est énorme pour une organisation terroriste, c'est pas beaucoup pour un État. Parce qu'ils doivent payer les salaires, ils doivent payer les services publics, et donc 2 milliards d'euros. Mais ils ont une capacité d'autofinancement. Le pétrole, malheureusement, il y a depuis les sanctions contre Saddam Hussein, un tas de réseaux qui se sont constitués, qui passent par le Kurdistan, où il y a beaucoup de corruption, par la Turquie, avec des, semble-t-il, peut-être même certains États membres qui finiraient par acheter du pétrole. C'est assez tentant, hein, au lieu d'avoir le baril à 100 euros, eux le vendent sans doute à 50 euros ou à 60 euros, alors qu'ils s'approvisionnent à 20, donc il y a moyen de faire beaucoup d'argent. Mais il y a aussi beaucoup d'autres choses. Il y a l'impôt révolutionnaire, les taxes sur les citoyens, il y a les kidnappings, il faut quand même le dire, ils ont beaucoup pratiqué le kidnapping, il y a le crime organisé, les ventes d'antiquités, et j'y viendrai aussi tout à l'heure, quand même pas mal d'argent qui vient du Golfe. Question qu'on n'aime pas évoquer. Alors on me dit, c'est plus nécessaire, ils s'auto-financent. Mais je pense qu'il y a encore de l'argent qui vient du Golfe. Et c'est un problème qu'on va devoir affronter avec un peu de courage. Alors, généralement, je dis qu'il y a plusieurs facteurs qui amplifient cette menace. Je vais juste les mentionner en termes télégraphiques parce que j'aimerais parler des politiques. Le premier, c'est quand même cette coalition militaire et les frappes militaires. Quel va être l'impact des frappes militaires? Je n'ai pas encore la réponse. Est-ce que ça va attirer plus de jeunes candidats au djihad vers la Syrie et l'Irak? Il est possible que si Kobane tombe, ça va être encore la preuve que Daesh est l'organisation qui est vraiment invincible. Est-ce que ça va, en revanche, amener des jeunes à revenir plus vite que prévu? Beaucoup reviennent avec une grande désillusion parce qu'ils pensaient aller se battre contre Assad, et en fait ils se battent contre d'autres groupes sunnites extrémistes, dont Ahrar al-Sham ou Jabhat al-Nusra, et maintenant ils attrapent des missiles américains sur la tête ou de la coalition. Donc peut-être c'est pas exactement ce qu'ils pensaient. Mais je n'ai pas la réponse. Je ne sais pas si on va voir un retour en masse. Par contre, ce qu'on a déjà vu, c'est des communiqués de l'organisation qui appellent à des représailles à l'ouest. Et le lendemain de ce communiqué, Hervé Gourdel a été kidnappé en Algérie et le surlendemain, il a été décapité. Et donc, c'est tout de même quelque chose auquel il faut être très attentif, parce qu'il n'est pas impossible que plus la coalition mettra la pression sur cette organisation, plus elle va essayer de se venger chez nous. Je pense que jusqu'ici, son objectif, c'était d'abord de consolider le califat. Ce n'était pas d'attaquer l'Ouest. Donc, ça, c'est un premier type de facteur. Deuxième facteur, là aussi, je n'ai pas la réponse, mais je crois que ça me paraît évident. Il y a une concurrence entre Al-Qaïda et Daesh, entre Al-Zawahiri, le successeur de Ben Laden, et Abu Bakr el-Baghdadi, pour le leadership du terrorisme international. Et ça peut avoir des conséquences aussi en termes de sécurité pour nous. D'une certaine manière, on voit qu'on commence à voir certaines franchises, certains groupes affiliés à Al-Qaïda qui se disent au fond Al-Qaïda c'est un groupe en déclin, on va plutôt prêter allégeance au groupe qui monte, Daesh. Et donc on voit par exemple en Libye, Ansar al-Sharia Libye a prêté allégeance à Daesh. Les soldats du califat, ceux qui ont égorgé M. Bourdel, Abu Sayyaf aux Philippines, TTP au Pakistan, c'est pas vraiment une allégeance, mais ils ont dit on a toute notre solidarité pour Daesh. D'autres imitent un peu Daesh. Le Boko Haram ont proclamé un califat dans le nord-est du Nigeria, à Borno. Et tout ça peut avoir quoi comme conséquence? Comme conséquence que Al-Qaïda va vouloir se rappeler à notre bon souvenir en disant, dites les amis, j'existe encore, je suis encore une organisation avec de la puissance. Et ils pourraient vouloir eux-mêmes planifier des attentats pour montrer que Al-Zawahiri est tout de même le chef des chefs. Et donc ça, c'est un risque. Et ce risque a été d'une certaine manière confirmé par des fuites aux États-Unis, qui peuvent avoir d'autres raisons. Vous avez peut-être vu, il y a 10 jours, que
dans la lettre que le président américain a envoyée au Conseil de sécurité des Nations Unies pour justifier l'intervention militaire, ils ont dit il y a le droit à l'autodéfense, il y a une demande du gouvernement irakien, mais en Syrie, puisqu'on n'a pas l'accord du gouvernement d'Assad pour aller tirer chez lui, bien entendu, il y a la nécessité pour les États-Unis de se protéger. Mais pas se protéger contre Daesh, se protéger contre un petit groupe qui s'appelle Khorasan. Et ce groupe Khorasan est constitué d'anciens de l'Afghanistan et du Pakistan, donc directement liés à Al-Qaïda, qui sont actuellement une cinquantaine en Syrie, et ils cherchent à recruter des jeunes Européens avec des passeports valides pour les faire revenir en Europe, pour monter en Europe ou aux États-Unis, pour monter des opérations chez nous. Et le domaine qui préoccupe le plus aujourd'hui, c'est celui du transport aérien, parce que le grand expert des explosifs du Yémen est passé en Syrie. Il est en train de mettre au point des systèmes où on peut cacher des petites quantités d'explosifs dans des objets qu'on emmène à bord. Et les Américains, vous aurez peut-être vu, en juillet, dans une dizaine ou une vingtaine d'aéroports, se sont mis à vérifier si les laptops, les iPads et les iPhones étaient bien branchés. Donc vérifier si votre batterie était branchée, parce qu'il y a une crainte qu'on utilise ce facteur. Troisième facteur, la multiplication des États faillis ou en voie d'être en faillite. Alors il y en a malheureusement trop, Irak, Syrie, Libye, Yémen, Somalie, Afghanistan, Sinaï, il y avait le Mali avant, et il y a surtout la Libye. La Libye est véritablement aujourd'hui, je pense, une de nos préoccupations majeures. C'est de l'autre côté de la Méditerranée, c'est le lieu de transit de l'immigration illégale qui est catastrophique. L'Espagne a mené une politique extrêmement efficace, mais maintenant ça se passe par l'Italie et la Grèce. Et c'est un pays en voie de littéralement chaos, d'effondrement, et où il y a toutes les formes. Il y a dans la Cyrénaïque des groupes salafistes extrêmement violents, il y a des brigades salafistes qui tiennent l'aéroport de Tripoli, et le sud de la Libye est un lieu où maintenant Al-Qaïda au Maghreb islamique et El Morabitoum sont en train de se reconstituer, et donc tout l'effort de la coalition internationale, et notamment l'opération militaire française, est en train d'être progressivement réduit par cette possibilité de se regrouper dans le sud de la Libye. Je ne serais pas étonné qu'avant 6 mois, il y ait une opération de nettoyage là-bas, parce que c'est quelque chose qui préoccupe énormément les pays européens et au-delà de l'Europe. Et il y a aussi le fait que la Libye est le hub de passage de tous les Nord-Africains, et Dieu sait s'ils sont nombreux, pour la Syrie. Ils vont d'abord là, avant d'aller en Syrie. Il y a quelques autres facteurs, je n'ai pas le temps de les évoquer. Bon, l'affaiblissement des dispositifs sécuritaires dans les pays du printemps arabe, c'est une excellente chose, bien sûr, le printemps arabe. Mais ces pays, pour de bonnes raisons, ont commencé à démanteler leur appareil sécuritaire, qui était l'appareil de la répression, que ce soit de Moubarak, de Ben Ali, etc. Enfin, en Égypte, ça a évolué un peu différemment. Et donc, ils n'ont plus les mêmes capacités de protection qu'ils avaient avant le printemps arabe. Il faut que maintenant on les aide, et c'est un des grands chantiers, à reconstruire leur appareil de sécurité. On est engagé, par exemple, en Tunisie, à réformer le secteur de la sécurité. Mais ça prend du temps. Cinquième élément, qui explique beaucoup de choses, malheureusement, au Moyen-Orient, c'est cette tension croissante entre les chiites et les sunnites. Alors, est-ce que c'est simplement, comme nous avons eu les protestants et les catholiques, une guerre interne à la religion islamique, ou est-ce que c'est simplement le résultat d'une énorme tension pour le leadership régional entre l'Iran et l'Arabie saoudite, mais ça se traduit sur le terrain par ce qu'on voit. L'impact du retrait de la coalition en Afghanistan, ça je dois dire que c'est un point d'interrogation, mais il faut regarder ça de très près. Puis dernier facteur, ça je le mentionne comme ça, c'est tout de même des nouvelles technologies qui posent de nouvelles menaces. Et c'est notamment le cas d'Internet. Un jour, il y aura du cyberterrorisme, ce n'est pas encore le cas. La biotechnologie de synthèse, le jour... Pour reprendre le titre d'un article qui est paru dans le premier numéro du magazine Inspire, qui est le magazine que Al-Qaïda en péninsule arabique met sur le web, qui est très bien rédigé, qui est rédigé en plusieurs langues, dans un très bon anglais. C'était « How to make a bomb in your mom's kitchen ». Comment faire une bombe dans la cuisine de votre maman. Moi, je dis toujours, qu'est-ce qu'on fera quand on pourra faire un virus, parce qu'on maîtrisera les technologies de synthèse, biotechnologies de synthèse, dans la salle de bain ou dans la cuisine de sa maman. Donc, qu'est-ce que fait l'Union européenne ? Et je pense que la bonne manière de le présenter, c'est ce que Pascal a dit, en disant
où est-ce que l'Union européenne peut apporter une plus-value? Alors, là aussi, je n'ai pas assez de temps, mais je veux juste dire et confirmer ce qu'il a dit. Malgré le fait que le traité de Lisbonne a fait de la sécurité intérieure une compétence partagée entre l'Union et les États membres, et où, dorénavant, on peut utiliser la méthode communautaire. Maintenant, on adopte des législations, des directives, en codécision avec le Parlement européen, en droit pénal, donc c'est vraiment un changement significatif. Mais il reste qu'aujourd'hui, le rapport de force, de manière générale pour la sécurité intérieure, c'est sans doute 90% États membres, 10% Union européenne, et en matière de terrorisme, je dirais c'est même 95% États membres, 5% Union européenne. Pourquoi ? Parce que, en plus, le traité de Lisbonne a prévu une réserve de compétences pour le domaine du renseignement. Si vous regardez la palette des compétences d'un gouvernement, l'Europe est impliquée dans tout, de manière très intégrée, par exemple la monnaie, l'euro, c'est totalement unique, et de manière moins intégrée, il faut le dire, politique étrangère, défense, police, justice pénale, mais il y a un seul domaine qui échappe, un seul, c'est le renseignement. Ce qui, évidemment, en matière de terrorisme, ne facilite pas les choses. Alors, juste, peut-être, qu'est-ce qu'on fait pour les combattants étrangers? Je vais l'évoquer juste en télégraphique, et au fond, qu'est-ce qu'on devrait définir comme stratégie pour l'Irak et la Syrie? C'est d'ailleurs au menu des discussions du COPS demain matin. Alors, sur les combattants étrangers, j'ai pas de mérite, étant belge, mais mon attention a été attirée très tôt, en janvier 2013, par les organes qui analysent la menace en Belgique, sur un phénomène assez nouveau, qui était cette question des combattants étrangers. Et j'avais fait un rapport au Conseil des ministres sur les conséquences du printemps arabe sur le terrorisme ou la sécurité, et vous vous souvenez qu'il y avait eu un attentat à In Amenas en Algérie, et j'avais essayé de réfléchir autour de ça. Et j'avais, dans mon intervention et dans mon papier, dit, mais il y a aussi quelque chose qui est en train de poindre ici, cette affaire de Syrie, c'est en train d'attirer beaucoup de jeunes, il faudrait qu'on regarde ça. Au début, tous les États membres n'étaient pas très conscients de ça. Et puis c'est monté en puissance. J'ai fait une analyse en mars, je suis venu avec une proposition d'un paquet de mesures, de 22 mesures, que les ministres de l'Intérieur ont adopté en juin 2013. Et depuis juin 2013, nous travaillons vraiment de manière très active à cette question. À chaque Conseil des ministres de l'Intérieur, donc tous les 3 mois, je suis amené à venir, à faire des propositions, à alimenter le débat. Et le dernier conseil a eu lieu jeudi, et j'avais jamais vu ça. Et pourtant, ça fait 20 ans que je participe aux réunions du Conseil. Il y a 31 ou 33 délégations, on avait dit 28 États membres, plus des États Schengen, non États membres, plus Europol, Eurojust, qui sont intervenus sur cette question de combattants étrangers. Et avec une conscience de l'acuité de la menace, le ministre allemand Thomas de Maizière, qui est très proche de Mme Merkel, a dit, écoutez, on a plein de sujets ici, il y en a 2 qui sont vraiment importants, et il faut qu'on en discute vraiment très sérieusement, les combattants étrangers et l'immigration illégale. Bon. Et donc on a eu une très bonne discussion, donc on cherche à affiner ce plan d'action pour le rendre plus effectif, surtout pour aider les États membres, parce que l'Union européenne fait des espèces de politiques de contexte, des législations, des programmes financiers, de la politique étrangère, mais les premiers responsables, ce sont les États membres. Alors j'ai malheureusement pas le temps d'entrer, mon paquet de 22 mesures, d'entrer dans les détails, c'est s'ordonner autour de 6 axes principaux. Je vais juste vous les énoncer, on peut revenir dans la discussion. Le premier, c'est comprendre le phénomène. Ça suppose que les États membres partagent leur information, c'est de savoir quel est le profil de ces gens qui partent, quels sont leurs modes opératoires, et quelles sont les motivations pour lesquelles ils partent. Si vous voulez, je peux détailler ça plus tard. Le deuxième axe, c'est comment on peut faire de la prévention, prévenir, Nicolas a parlé de la radicalisation dans les prisons, il y a beaucoup de choses à faire pour faire en sorte, et surtout au niveau local, qu'on puisse détecter très tôt des signes de radicalisation. Ça suppose qu'on forme les acteurs de première ligne, les travailleurs sociaux, dans les écoles, voire même informer les parents, même le personnel médical, à voir qu'un jeune, à un moment donné, décroche, que tout d'un coup, il change son comportement, il paraît intéressé, etc. Mettre en place des systèmes de numéros verts, de numéros de téléphone. Les Français ont fait ça, ils ont maintenant plus de 500 familles qui téléphonent en disant « mon fils veut partir, comment je dois faire ?» Et pas une réponse nécessairement sécuritaire au début, c'est mobiliser des réponses locales, multidisciplinaires. Travailler sur l'Internet, je vais y revenir tout à l'heure, c'est vraiment un problème, une question majeure, mais complexe. Donc la prévention, la détection des déplacements suspects. Et là, j'ai à peu près 2 catégories de cas. Il y a ceux dans lesquels les services de renseignement ont identifié ceux qui sont susceptibles de partir.
Et là, on peut mobiliser des instruments existants comme le SIS, le Schengen Information System, qui est une base de données policière, et on peut mettre des signalements pour essayer d'arrêter les gens au départ et les identifier au retour. Et on travaille à améliorer le système parce qu'il n'est pas encore parfait. Et puis, il y a tout le domaine de ceux qu'on ne connaît pas, mais il faut essayer de développer des mécanismes pour identifier des déplacements suspects. Et ça fait appel à un sujet qui est assez controversé, et que le Parlement européen refuse d'aborder pour le moment. Il y a une proposition de la Commission qui est bloquée depuis 2 ans, qui s'appelle le PNR, Passenger Name Record, qui est un système qui permettrait à la police d'avoir accès aux données sur les passagers. Quand vous achetez un billet d'avion, vous donnez à la compagnie aérienne jusqu'à 34 informations vous concernant. Vous ne donnez pas toujours 34 informations, vous pouvez aller jusqu'à 34. Nom, prénom, adresse, numéro de téléphone, destination, type de voyage, si vous payez en cash ou en carte de crédit, votre numéro de carte de crédit, etc. Et avec des algorithmes sophistiqués, les Américains utilisent déjà le PNR, ils regardent un peu ce que la communauté du renseignement leur dit sur le profil de ceux qui partent, sur leur mode opératoire. Je prends un exemple très simple, ne me citez pas parce que c'est sans doute pas juste, mais si l'expérience montre que ceux qui partent, ce sont des mâles de 18 à 35 ans, qui payent en cash et qui achètent leur billet 24 heures avant le départ, vous avez des éléments, et donc, avec votre algorithme, qui est une équation qui intègre ce que vous avez pu, vous pouvez isoler dans la centaine de milliers de passagers les quelques centaines qu'il faut contrôler plus intensément. Le PNR ne conduit pas à l'arrestation. Le PNR, c'est une aide à la décision qui permet ensuite aux autorités en charge du contrôle des frontières extérieures d'aller plus dans le détail de certaines personnes où les clignotants se sont allumés. Je dirais même qu'au Royaume-Uni, l'expérience a montré que le PNR réduit les contrôles ethniques. Parce que qu'est-ce que fait le douanier belge, le douanier britannique ou le douanier espagnol ou finlandais quand il est dans son aéroport? Il ne vous le dira pas, mais il regarde un peu la valise, le comportement, la décision. Il a ses propres... Bon, si vous avez des facteurs objectifs, vous n'êtes pas dans la couleur de la peau, etc. Donc, mais curieusement, le Parlement européen bloque sur cette affaire et refuse même d'en discuter. Le rapport du rapporteur n'a même pas été discuté avec les shadow rapporteurs. Et moi, je trouve que c'est un paradoxe qui est même comique. Et c'est ce que j'ai dit au président de la Commission des libertés publiques. On dit qu'on ne veut pas de cette législation pour des raisons de protection des données. Aujourd'hui, il y a 15 États membres qui sont en train d'adopter une législation nationale et de mettre en place un PNR national. Et donc, s'il n'y a pas de PNR européen, de législation européenne, on aura 15 régimes différents, avec des niveaux de protection différents. On sera peut-être mieux protégé en Espagne qu'en Belgique ou au Royaume-Uni, j'en sais rien. Et donc, si vous êtes très attentif à la protection des données, vous avez intérêt à avoir une législation européenne, parce que vous aurez un régime commun aux 28. Et donc, si on n'a pas ce régime européen, on n'aura ni l'efficacité, parce qu'on n'aura que 15 États sur 28, on n'aura ni la protection des données, et l'expérience montre que les législations européennes sont toujours plus protectrices en termes de protection des données que les législations nationales. Toujours. Parce que j'appellerais le lobby, mais c'est péjoratif, mais les gens qui poussent à la protection des données sont beaucoup plus actifs et puissants au niveau européen, souvent qu'au niveau national. Donc, pour moi, c'est un grand paradoxe, pourquoi le Parlement européen ne veut même pas en discuter, mais en tout cas, les chefs d'État et de gouvernement ont dit, on veut cette législation pour la fin de l'année. Et donc, il y a, la présidence italienne est engagée, moi aussi d'ailleurs, dans un grand effort pédagogique au Parlement européen. Est-ce qu'on y arrivera? Je n'en sais rien. Je ne suis pas très confiant, mais on y travaille. Alors, quatrième axe de ces travaux, qu'est-ce qu'on fait avec ceux qui reviennent? Et comme j'ai dit tout à l'heure, il ne s'agit pas d'enfermer tout de suite ceux qui reviennent. Il faudra faire une évaluation de la dangerosité de chaque personne et de trouver des solutions pour chacune. Celles qui ont besoin d'un traitement psychologique, il leur faudra un traitement psychologique. Aide à la réinsertion dans la vie normale, il faudra les aider. Ceux pour lesquels on aura la preuve qu'ils étaient dans une organisation terroriste, qu'ils ont commis des crimes, il faudra les poursuivre. Je suis désolé, mais c'est pas du jeu. Et puis, ceux pour lesquels, et ça c'est le problème, on n'aura pas de preuves, parce que nous ne sommes pas présents en Syrie, et nous ne collaborons pas avec le gouvernement d'Assad. Seulement, comment prouver que quelqu'un est plus avec Jabhat al-Nusra, avec Daesh, ou bien est simplement avec l'armée syrienne libre, ou dans ce que les Britanniques appellent alphabet soupe de groupe,
Parce que franchement, je suis ça de très près, c'est incompréhensible. Ils ont tous des noms de Tawa, d'Alta, et ça change tout le temps, une grande fluidité. Comment vous prouvez ça? D'ailleurs, si vous regardez les chiffres français, ils disent aujourd'hui qu'ils ont plus de 1000 Français concernés par le phénomène. Ils n'ont que 70 affaires en justice. Problème de preuve. C'est pour ça que je pousse, mais je n'ai pas le temps de le développer, à ce qu'on adopte d'abord une incrimination européenne commune, mais surtout qu'on puisse interdire à un jeune de partir, comme la loi française va le faire, parce que le grand avantage, c'est que vous interdisez de partir et que vous retirez le passeport, vous l'anéantissez, si le jeune part néanmoins, il commet un délit, et ce délit est objectif. Vous ne devez pas prouver qu'il a tenu une Kalachnikov avec Jabhat al-Nusra, c'est comme conduire sa voiture sans permis de conduire. C'est objectif. Vous ne devez pas prouver où va la voiture, ni quelle est l'intention du conducteur. Monsieur, vous conduisez sans permis. Et donc, quand le renseignement vous dit cette personne, elle est vraiment à -1 de partir, alors il faut des recours devant un juge administratif. Sinon, on est en dictature. C'est le pouvoir exécutif qui vous interdit de quitter le territoire. C'est pas acceptable. Donc, il faut des garanties. Mais je trouve que c'est un instrument assez utile. Donc, 5e axe, c'est toute cette question pénale, juridique, de définition, je n'ai pas le temps de... Et puis le dernier aspect, c'est la coopération avec les pays tiers. Parce que, et pays tiers, c'est les pays d'origine. C'est pas simplement l'Europe, ce sont les Balkans occidentaux, plus de 500. Le nord de l'Afrique, un pays comme la Tunisie, il y a 3000 Tunisiens déjà en Syrie. Et ils disent qu'ils en ont arrêté 9000, empêché 9000 d'y aller. Vous imaginez, pour un pays de 11 millions d'habitants, c'est colossal. Il y a évidemment le pourtour de la Syrie et de l'Irak, il y a le Golfe, l'Arabie Saoudite est peut-être le contingent le plus important. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour aider ces pays? Les pays de transit, c'est la Turquie, on pourra en discuter tout à l'heure. À 90% des jeunes passent par la Turquie, du monde entier. Qu'est-ce qu'on peut faire pour que la Turquie soit notre deuxième ligne de défense, à l'entrée et à la sortie? Et les pays, ce que moi j'appelle les pays sponsors, j'y viendrai dans un instant, il faut quand même regarder les choses telles qu'elles sont. Il y a tout de même, parce qu'il y a cette lutte entre les sunnites et les chiites, parce qu'il y a cette rivalité entre l'Arabie saoudite et l'Iran, il y a beaucoup d'argent qui est parti du Golfe, il y a l'idéologie wahhabiste salafi qui s'est diffusée dans la région, et donc il y a des jeux qui sont beaucoup plus complexes. Et croire qu'on va simplement le résoudre avec des bombardements sans adresser les causes profondes, c'est une illusion. Et donc, il y a tout cet aspect externe qu'il faut développer. Et là, je dirais un mot, et puis j'en terminerai. Bien sûr qu'il fallait, à mon avis, je pense que c'était une bonne idée, de stopper. On a trop tardé, l'organisation. Elle a pris trop d'ampleur, sans doute qu'on ne l'a pas vu, mais tout d'un coup, on a été confronté à une espèce d'organisation qui allait déstabiliser le Liban, la Jordanie, qui a l'objectif de renverser la famille Al-Saoud en Arabie Saoudite, et d'autres. Le Koweït est un État déjà très très fragile à cet égard. Donc je pense que les frappes devenaient nécessaires, mais on est tous d'accord qu'une seule frappe, enfin plusieurs frappes, ne résoudront rien. Il faut des troupes au sol. Bon, le problème des troupes au sol, c'est qu'on a une armée irakienne très faible, très très faible. L'opposition syrienne est très divisée, et on a trop longtemps hésité à la renforcer et lui donner des armes. Les Peshmerga sont de bons combattants et on est en train de les armer, mais je viendrai, il y a eu un certain risque, il faut en être conscient à ce que nous sommes en train de faire là. Il y a les milices chiites qui vont devenir hors contrôle en Irak et qui sont aussi une menace pour la sécurité à long terme de l'Irak. Et pour finir, il y a la Turquie. Et on le voit bien avec le siège de Kobané. Au fond, la seule armée qui est capable aujourd'hui de sauver Kobané, c'est la Turquie. Mais qui ne le veut pas. Parce qu'elle a son problème kurde et qu'elle a comme première priorité de renverser Assad. Et donc, il faut doubler ces bombardements par des troupes au sol, mais ça présente plusieurs risques. Comme je l'ai dit tout à l'heure, est-ce que ça va avoir un impact sur le recrutement international de nouveaux djihadistes? Est-ce qu'il y aura les représailles de Khorasan et d'Al-Qaïda? Est-ce que, et ça c'est quelque chose qui me préoccupe beaucoup aujourd'hui, c'est que même l'opposition syrienne est en train de se dire, mais au fond la communauté internationale, elle n'a rien fait pendant 3 ans. 200 000 Syriens ont été assassinés par Assad. On décapite 4 journalistes et tout d'un coup elle sort l'arme militaire et au fond elle ne se bat pas contre Assad, elle se bat contre Daesh. Et plus elle se bat contre Daesh, plus elle renforce Assad. Et certains disent, et en plus, les Américains informent le gouvernement d'Assad des frappes.
ce qui est sans doute pas exact, mais il y a tout un discours qui est en train de se créer dans la région, qui me préoccupe beaucoup, et qui pourrait avoir comme conséquence que certains groupes que tous les extrémistes vont se mettre ensemble, et que l'opposition sera de plus en plus fragilisée par rapport à cette... Et que ce qu'on veut à tout prix éviter comme une croisade chrétienne de l'Ouest, finisse par le devenir. Et donc là, et c'est pour ça que ce que Nicolas a dit sur la communication, j'y viens, est absolument central. On doit vraiment beaucoup mieux expliquer ce qu'on fait. Les Kurdes, armés des Peshmerga, le nord de l'Irak peut à un moment donné être tenté par l'autonomie, et vous savez l'impact régional que ça peut avoir en Iran, en Syrie, en Turquie et en Irak. Et donc, quelle est notre vision sur cette question? Avec un cynisme total, mais c'est impossible, je dirais qu'au fond, si on ne regardait que notre intérêt, nous Européens, on aurait intérêt à avoir un État turc puissant qui reprend ces 4 territoires, parce qu'ils sont non extrémistes, ils sont séculaires, ils ont du pétrole, ça nous donnerait une autonomie par rapport à la Russie et par rapport à l'Arabie Saoudite. Donc si on était vraiment cynique, on se dirait c'est la chose à faire. Mais on doit être quand même conscient que c'est une grenade dégoupillée et qu'il faut être très très prudent. Et l'intégrité du territoire, remettre en question tous ces accords, c'est une question qu'il faut réfléchir beaucoup. Et donc c'est des questions importantes. Plus les armes, alors c'est vrai que je suis partisan d'armer l'opposition syrienne, mais on a tous en tête ce qui s'est passé en Libye. On a été beaucoup trop lent pour faire du DDR, pour faire reprendre toutes ces armes. Moi j'espère que si un jour, et j'espère le plus vite possible, on parvient à une solution en Syrie, l'Union européenne sera un des acteurs du désarmement, parce qu'il faut le faire tout de suite, sinon on va retrouver ces armes partout, comme les armes libyennes se trouvent dans le Sinaï et se trouvent en Syrie. Donc il faut une réponse militaire, il faut certainement assécher les moyens financiers de Daesh, le pétrole, les flots d'argent du Golfe, qui ne sont pas encore taris, et où achètent-ils les armes? Ils ont pu prendre les armes américaines dans les dépôts irakiens, mais il faut des pièces détachées. Et donc il y a des marchands d'armes qui doivent faire un argent fou et qui amènent les pièces de rechange. Moi je n'ai pas assez d'informations, mais il y a quelque chose à faire là. 4e élément, comme j'ai dit en commençant, la réponse politique, et en Irak et en Syrie. Et c'est là où Nicolas avait raison quand il m'interpellait en disant oui, le Siti ce n'est qu'un aspect. Bien entendu, c'est clair que Daesh c'est quoi? Daesh c'est une coalition tout à fait bizarre entre des extrémistes djihadistes pur jus, les tribus sunnites, et c'est par millions, hein, les tribus sunnites, et ce qu'on appelle les Naqshbandis, c'est les anciens de Saddam Hussein, alors que Paul Bremer, quand il était proconsul d'Irak, a renvoyé tous les officiers de Saddam Hussein chez eux, une sorte de débatification, et tous ces types sont hyper frustrés. Et d'ailleurs, c'est pas les djihadistes de Daesh qui font rouler les tanks, ce sont des militaires entraînés de l'armée de Saddam Hussein. Et donc comment est-ce qu'on peut enfoncer un coin entre les djihadistes pur jus, les tribus sunnites qui, elles, ont été aliénées par la politique du précédent gouvernement, du Premier ministre Maliki, et les anciens Naqshbandis, parce que les deux derniers, ils ne partagent pas cette obsession du califat. Eux veulent rééquilibrer le rapport de force en Irak entre les chiites qui sont dominants et les sunnites qui sont considérés comme des citoyens de 2e classe. Et donc tout le travail politique, c'est effectivement de faire en sorte non seulement qu'on ait un gouvernement inclusif, comme on dit, ça on l'a maintenant, mais des politiques inclusives. Et ça passe par une série de mesures qu'il faut prendre. En Syrie, bon, il faut construire cette opposition. Je ne suis pas la personne capable de dire comment faire. À Genève 3, relancer la mécanique diplomatique. Mais il faut aussi, et c'est aussi quelque chose qui me préoccupe de plus en plus, essayer de trouver pour l'Union européenne un engagement dans le monde sunnite qui les rassure. Ce qui me paraît très clair aujourd'hui, c'est que le monde sunnite sent la montée en puissance du monde chiite comme une menace énorme. Les Américains et nous négocions le programme nucléaire iranien. Si un jour il débouche, ce que l'on souhaite tous, on va lever les sanctions. L'Iran va se retrouver à la tête d'un montant considérable. Ils ont beaucoup de pétrole et de gaz. Ils ont une population très éduquée. Ce sera un pays dominant. Et aujourd'hui, les choses roulent pour eux. L'Irak est dominé par les chiites. La Syrie, il y a toujours les Alaouites et Assad au gouvernement. Bahreïn est dominé par les sunnites, mais à majorité chiite. Le Hezbollah est puissant au Liban. Vous avez vu les derniers développements au Yémen. Les Houthis, qui sont des chiites, occupent maintenant Sanaa.
Et donc, il y a une sorte de tendance à voir le monde chiite prendre la main, et alors que dans le monde sunnite, l'Égypte est en train de se battre sur son après-printemps égyptien, l'Égypte qui était le champion du monde arabe, le Liban est hyper fragile, la Libye c'est le chaos, et l'Arabie saoudite est un pays assis sur des réserves financières considérables, mais qui n'est pas vraiment un État, où il y a une question, est-ce que l'Arabie saoudite peut devenir le champion du monde arabe? Et ce monde sunnite est en plus fortement divisé sur la question des frères musulmans. Vous avez d'un côté l'Arabie saoudite et la Turquie, et de l'autre Qatar, qui cherche à promouvoir les frères musulmans un peu partout. Et donc ce monde sunnite est en pleine division, ils étaient en plein problème, et ils voient l'émergence du monde chiite. Qu'est-ce que nous pouvons faire? Et je pense que nous ne trouverons pas de solution si on n'arrive pas à rassurer ces deux mondes dans une espèce de géopolitique complexe. Bon, c'est plus facile à dire qu'à faire, hein, mais je pense que c'est une des clés est là. Cinquième aspect, ou quatrième aspect, la bataille idéologique, et notamment l'Internet. Il faut, j'ai dit, là aussi, mieux expliquer ce qu'on fait, développer du contre-narratif, je suis 100 fois d'accord. J'ai obtenu de la Commission qu'on fasse une espèce de programme d'aide aux États membres pour développer des contre-narratifs, pour aider les États membres à développer une communication stratégique. Et maintenant, il y a une petite cellule qui est accueillie par les autorités belges, qui est financée par la Commission européenne et qui est à la disposition de tous les États qui seraient intéressés pour être plus stratégiques dans la communication publique, mais aussi essayer de susciter plus de voix chez les modérés, que ce soit des imams, que ce soit d'autres. Et ça, c'est un travail de fond, mais il faut être bon. Ce sont des gens qui, chez L'Oréal, savent comment on vend un shampoing. Je suis désolé de le dire, mais nous, officiels, en tout cas de l'Union européenne certainement, mais dans les États membres, on n'est pas toujours très bons pour vendre des shampoings, vendre nos politiques. Et donc il faut une vraie maîtrise du marketing pour essayer de contrecarrer. Si vous regardez Daesh, c'est hallucinant hein, comme maîtrise d'Internet. Ils sont super bons. Ils ont pensé à tout. Ils mettent des caméras GoPro sur les Kalachnikov pour mettre en temps réel les opérations qu'ils mènent. Ils ont tous ces systèmes, vous voyez bien, tous ces gars décapités, ils ont l'uniforme de Guantanamo, tout ça est pensé, c'est toujours les mêmes gestes, une espèce de répétition, ils jouent sur le... Donc c'est très pensé. Et d'ailleurs, il y a des gars super sophistiqués en termes médiatiques. Twitter a fermé les comptes de Daesh. Ils sont passés sur un autre groupe qui s'appelle Diaspora. Diaspora a fait la même chose, hop, ils sont passés sur VKontakte, qui est le Facebook russe. Et donc, ils ont chaque fois un coup d'avance, donc ils sont très bons. Nous devons être aussi bons qu'eux, et parce qu'ils dépendent considérablement de l'Internet. Si on peut les harceler et rendre leur vie difficile, je pense qu'on va réduire leur capacité de radicalisation et de recrutement. Et donc, nous avons commencé à dialoguer avec les grandes plateformes Internet. Jeudi dernier, à Luxembourg, les 28 ministres de l'Intérieur ont eu un dîner avec les hauts dirigeants de Facebook, Twitter, YouTube et Microsoft. C'est extrêmement intéressant. C'est le début d'une espèce de partenariat public-privé où on va essayer de travailler ensemble. Et puis, dernier élément, encore deux, et puis j'arrête. On doit plus aider les pays fragilisés par cette crise autour de la Syrie et de l'Irak, aussi en Syrie et en Irak. Je pense que si on peut donner... chaque fois qu'on libère une partie de la Syrie de la dictature d'Assad, il faut très vite aider l'opposition à montrer qu'elle fait la différence par rapport à Assad, qu'elle est capable de rendre la justice, qu'elle est capable de maintenir l'ordre, qu'elle est capable de donner les services publics de base, parce que sinon, Daesh sait comment le faire. Parce que le paradoxe, c'est que Daesh est d'une brutalité moyenâgeuse abominable dans sa communication et dans son mode opératoire. Mais il administre des territoires de manière très professionnelle. Il y a des gars qui lèvent l'impôt, il y a des gars qui assurent la justice, et on sait que les talibans à l'époque étaient d'une certaine manière assez appréciés parce qu'ils rendaient une justice rapide et que les gens ont besoin quand même d'un minimum de stabilité. Et donc, l'Europe a la capacité de développer des projets dans tous ces pays et on y travaille. Et dernier point, les droits de l'homme, oui. Les crimes de guerre, je pense qu'il faut qu'on supporte les ONG qui enquêtent, qui accumulent les preuves, parce qu'un jour, la stabilisation passera par aussi des sanctions, par la Cour pénale internationale, etc. Désolé, j'ai été un peu trop long, mais j'ai essayé de montrer un peu les deux aspects où l'Europe peut apporter des réponses. Merci beaucoup en tout cas. Vous voulez dire un mot? Que cette radicalisation du monde arabe doit obéir à quelques causes.
donc insérer tous ces programmes de lutte contre le terrorisme dans une analyse politique pour essayer de comprendre l'ennemi, évidemment. Qu'est-ce qu'il se passe dans le monde arabe pour cette dérive de radicalisation dont nous sommes témoins dans les dernières années? À mon avis, je crois qu'il y a 3 facteurs fondamentaux qu'il faut tenir en compte pour essayer de comprendre ce qu'il se passe là-bas. Le premier, c'est un sentiment de frustration profonde. Quand on voyage dans ces pays, il y a une sorte de frustration profonde avec l'État, avec la gouvernance de leur pays. Et pourquoi cette frustration profonde? Parce qu'après la décolonisation des pays arabes, des puissances européennes, de la France et du Royaume-Uni surtout, ils sont héritiers. Les modèles capitalistes et d'autres les modèles socialistes. Mais les 2 modèles étaient occidentaux, importés pour la culture. Tant les capitalistes, si vous voulez, comme les modèles communistes. Contradictoires, mais occidentaux et importés pour eux. Donc, d'après quelques décennies d'application des deux modèles, les résultats sont des pays très arrêtés, très sous-développés, et qui ne sont qu'entre les gagnants de la globalisation. Et donc, les élites politiques, les élites sociales, les élites économiques de leur pays ont commencé à se questionner l'importation des modèles politiques et socio-économiques étrangers. Et donc, ils ont pris la décision de revenir à leurs racines religieuses, au Coran. Si les modèles occidentaux importés ne sont capables de donner des réponses à nos besoins, donc il faut revenir chez nous et chercher ce qui nous est propre, c'est-à-dire le Coran. Donc, c'est le premier facteur. Un sentiment de frustration des modèles occidentaux importés, un retour aux racines de la religion. Le second facteur, que je crois politique et peut aider à comprendre ce qu'il se passe, c'est qu'ils sont contre la globalisation parce qu'ils se croient dans le champ pas des gagnants, évidemment. Ils croient qu'ils sont encore dans une sorte de néocolonisation économique, que la globalisation, c'est un nouvel développement du capitalisme occidental, anglo-saxon, mais occidental en général, qui essaie d'imposer un agenda international économique et politique. Donc, il questionne les modèles de s'insérer dans la globalisation actuelle. Le troisième facteur, je l'ai dit déjà, mais je voudrais le souligner encore, c'est la guerre civile, une sorte de guerre civile entre les sunnites et les chiites. Une radicalisation totale des 2 champs. De l'Arabie saoudite, le wahhabisme, qui était toujours radical, mais aujourd'hui c'est une radicalisation opérationnelle, si vous voulez, et la radicalisation du chiisme de l'Iran. Les Russes, quand ils ont envahi l'Afghanistan, ils sont donnés comme excuse, je ne sais pas si c'est une excuse, c'est une bonne raison, que les États-Unis, Jimmy Carter à cette époque-là, avait abandonné à son sort au Shah d'Iran. Une fois que le Shah d'Iran est tombé, et dont les chiites Khomeini est retourné de Paris à prendre le pouvoir à Iran, dont les Russes, les Soviétiques à cette époque-là, se sont sentis menacés dans les ventres géopolitiques et ont décidé d'avancer leur défense nationale en envahissant l'Afghanistan. Ils sont coupés, ils ont dit que sont les Américains les responsables d'avoir laissé chuter le Shah d'Iran, la cause de son invasion de l'Afghanistan pour maintenir une sorte de buffer zone. Je ne sais pas si c'est une bonne excuse ou une raison, mais à cette époque-là, les Soviétiques, ils croyaient qu'ils devraient agir. Et donc, cette radicalisation, c'est le quatrième facteur politique que je voudrais souligner, la radicalisation de l'islam. C'est vrai. Si vous regardez en Afrique, la ligne du terrorisme, nous avons Al-Shabaab en Somalie, nous avons la République centrafricaine, et nous avons Boko Haram en Niger. C'est-à-dire, c'est la ligne de contact entre le monde musulman et le monde non musulman. Donc, les musulmans veulent élargir leur dominance politique et religieuse partout dans tout le continent africain et pousser en sud. Et c'est la ligne de contact entre la civilisation arabe et non arabe qui se trouve aujourd'hui en crise totale en Afrique et même en Asie. Donc, je crois, on disait le secrétaire général des Nations Unies, qu'on peut tuer des terroristes, mais on ne peut pas tuer le terrorisme. Donc il faut savoir les causes politiques et sociales qui sont à l'origine de ces radicalisations politiques de certains
doctrine du monde musulman. On peut tuer les mosquites, mais un par un, impossible. Il faut aller à l'origine du fléau. Donc, si nous ne sommes pas capables d'identifier les facteurs politiques qui sont à l'origine de ces sensations généralisées de frustration, d'être les outcasts de la globalisation et de n'être pas représentés, je crois que toutes ces actions qui sont évidemment nécessaires, l'action militaire, les campagnes militaires, ils sont incapables de donner la réponse totale à ce phénomène. Merci. Merci à vous. Avec grand plaisir. Merci à vous tous.